Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes plus de 670 à vous être inscrits pour ce déjeuner de Frégis. On est très heureux de vous accueillir. Je suis accompagné aujourd'hui de Dominique Héripré et de Thierry Olivry qui vont vous présenter donc ce webinaire qui s'intitule en français, les diapos sont en anglais, mais ne vous inquiétez pas, tout sera en français, qui s'intitule donc les dernières mises à jour sur l'allergologie moléculaire. Pardon. Dominique, je vais te laisser la parole, présenter Thierry, puis le webinaire pourra commencer à proprement parler. Merci Frédéric, bonjour à tous. Ça fait très plaisir d'accueillir Thierry parce qu'il y a quand même une histoire. Je ne vais pas vous raconter ça dans les détails, mais il y aurait trop de choses à dire. Mais c'est une histoire commune également avec Frégis, puisqu'on se connaît maintenant depuis à peu près 35 ans, un peu plus même avec Thierry. On était jeunes vétérinaires. Moi, je suis un tout petit peu plus vieux que lui. Donc, lui sortait de Toulouse après une année d'assistanat en anapath, et on s'est rencontrés pour s'associer à Frégis en 87, donc, et on s'est associé en 88 avec également Gilles Dupré et Jean-Philippe Corlouer. Donc, en fait, Thierry a été dans les premières années de l'aventure frégicienne nouvelle génération, on va dire, 2.0, on va dire, parce que maintenant, on va passer au 3.0 avec le nouveau déménagement l'hiver prochain. Et donc, pendant quelques années, il est resté associé et on a travaillé ensemble. C'était un grand moment de partage. C'était aussi une aventure qui se lançait. C'était très, très dynamisant. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça, en tout cas. Ensuite, donc, il a été appelé par les sirènes de la dermatologie. Donc, il est parti aux États-Unis pour faire un résidanat, puisqu'il n'y avait pas encore de collège européen à l'époque. Et il est parti donc à Davis, en Californie, auprès de Peter Horky pour faire un résidanat, et qu'il a mené à bien. Et même encore plus, moi, ce qui m'a le plus impressionné de sa part, plus que peut-être le résidanat, c'est de passer aussi l'équivalence de vétérinaire généraliste américain, donc en révisant tout ce qui était le côté rural de la formation, et auquel il était quand même assez peu préparé. Donc, chapeau à ça aussi. Après, il est resté quelques temps à Davis et est venu rapidement professeur en Caroline du Nord et à Raleigh. Et donc, est-ce qu'il a profité du site aussi, qui était un gros site de recherche humaine, pour faire ses recherches donc, dans le milieu de l'immunologie, à la fois dermatose auto-immune et dermatite allergique. J'ai regardé ce matin, donc 247 publications dans PubMed quand même, sans compter les autres sans doute, des conférences dans le monde entier, donc vraiment une implication et des progrès grâce à Thierry dans le domaine des maladies auto-immunes et de la DAC et dans d'autres domaines bien évidemment. Il a aussi travaillé et aidé à créer l'ICADA, qui est l'association mondiale pour la définition de la dermatite atopique et l'étude de la dermatite atopique, et qui publie régulièrement donc, des données consensuelles et sur l'evidence-based. Il a aussi participé à la reclassification des dermatites auto-immunes et donc a fait énormément pour ces disciplines. Il a aussi participé au Collège européen de dermatologie, au Collège américain de dermatologie, et à cause d'allergies allant croissantes et devenant très compliquées avec les animaux, eh bien, il a dû arrêter le côté clinique pour ensuite être plutôt dans son bureau, même s'il avait encore un peu de consultation, mais de moins en moins. Et finalement, ça a été un des motifs pour lesquels il a arrêté d'être en Caroline du Nord et rentré en Europe à Riga, où maintenant, donc, il a développé une activité de consultant, et maintenant même, je pense qu'il va travailler, ou c'est peut-être déjà signé, avec Nextmune en recherche et développement. Et donc, le but de cette recherche et développement, qui l'excite, il faut le dire, énormément, c'est justement ce qu'il va vous présenter aujourd'hui. Donc, je suis très heureux de vous présenter Thierry Olivry, un vieil ami, c'est plus qu'un associé, c'est un ami, et je suis heureux de vous faire partager son enthousiasme pour ce donné. Un tout petit mot quand même, parce que un petit hommage à notre maître, à tous les deux, qui nous a tous les deux mis le pied à l'étrier de la dermatologie, qui était notre ami Didier Noël Carlotti, une pensée émue. Il nous a quittés trop tôt, il y a quelques années, malheureusement.
À toi, Thierry. Et moi, je noterai un peu les questions que vous avez à poser éventuellement. Si vous pouviez les mettre dans Q et R, donc en bas de votre écran, ça sera mieux que dans le chat puisque ça sera plus facile pour moi de les collecter. Donc, n'hésitez pas et ces questions seront posées en fin de présentation. Voilà, je te laisse la parole. Bien, merci Dominique et bonjour à tous. Et effectivement, ça me fait un petit quelque chose de repasser 35 ans, parce qu'en fait, c'était au mois d'octobre, les premiers jours d'octobre, que Dominique et moi nous sommes retrouvés à Frégis, en fait, en concurrence pour le poste de dermatologue. Et en fait, les choses ont vraiment évolué et je rejoins tout à fait son analyse. Ça a été pour moi le grand départ et une expérience absolument fabuleuse. Donc, effectivement, je suis à nouveau retourné en Europe. C'est en fait un petit peu ironique parce que j'ai focalisé en partie ma recherche en allergologie. Puis, du coup, je me suis retrouvé avec un asthme allergique aux animaux qui m'a empêché de faire mon travail. Donc, et une partie de ce que je vais vous présenter aujourd'hui est en fait une dérivation de moi-même étant sujet ayant été testé avec ce test que je ne connaissais pas puisque je venais d'arriver en Europe et ce qui m'a vraiment intéressé pour pouvoir le développer pour les animaux. Donc, on va parler un petit peu de recherche en allergologie moléculaire. Et en définissant tout d'abord ce que c'est que cette allergologie moléculaire. C'est en fait un diagnostic des sensibilisations du patient. Ça pourrait être un test intradermique, mais là, c'est surtout au niveau sérologique, où au lieu d'utiliser les extraits que vous connaissez déjà, un extrait de DF, de Dermatophagodes farinae, un extrait d'ambroisie, etc., on va se retrouver à utiliser des composants moléculaires, c'est-à-dire les allergènes individuels importants de cet extrait. Et vous verrez que c'est quelque chose qui est en fait relativement important. Quelques annotations en anglais, quelques abréviations que vous pouvez voir dans la littérature, Component Result Diagnostics, Precision Allergy Molecular Diagnostic Applications. Moi, je ne sais pas exactement, je n'ai pas regardé ce que c'était en français. D'abord, mille excuses, on s'est mal compris avec Frédéric. J'aurais dû effectivement traduire ces diapositives en français, mais ne m'envoyez pas si je fais quelques anglicismes, mais je devrais arriver à m'en sortir. Donc, voici un exemple, la carrière de poussière de maison, Dermatophagodes farinae. Comment on fait un extrait? En fait, c'est du broyat de colonies de DRS, je vais vous le montrer. Et au lieu de travailler avec des extraits, on va travailler avec les allergènes, les protéines individuelles qui sont suspectées d'être importantes chez les patients, que ce soit des humains ou des animaux. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas très récent, puisque je me souviens, on travaillait déjà en intradermo avec quelques allergènes purifiés il y a déjà 25-35 ans. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire des intradermos avec des composants, ça coûte une fortune. C'est pour ça qu'en sérologie, on en a besoin de beaucoup moins et c'est beaucoup plus facile. Quelques petits mots sur la nomenclature des allergènes, parce que pour certains d'entre vous, c'est peut-être quelque chose d'un petit peu étranger. Alors, depuis 1986, il y a eu un comité de l'Organisation mondiale de la santé de l'Union internationale des sociétés d'immunologie pour standardiser et cataloguer les allergènes. Alors, il y a un seul site officiel et puis il y a quelques autres sites qui existent, qui regroupent également des allergènes qui vont être officialisés mais qui ne le sont pas encore. Alors, la nomenclature est assez simple. On repasse avec le nom latin, les 3 premières lettres du genre, première lettre de l'espèce, et un nom, le numéro de l'allergène en fonction initialement de la découverte de ces allergènes. Par exemple, Dermatophagodes farinae, deuxième allergène, ce serait DRF2. Alors, les choses ont un petit peu évolué avec le temps, dans la mesure où il y a plusieurs genres qui ont les mêmes 3 premières lettres. Par exemple, vous avez la pomme, Malus domesticus, ça serait, le premier allergène, c'est mal D1, et puis vous avez Malassezia, ça pourrait être mal P ou mal S, mais en fait, il rajoute dans ces cas-là une 4e lettre dans le genre,
Et on aurait les allergènes de Malassezia, seraient par exemple Mala P1 ou Mala S1. Alors, vous verrez aussi parfois arriver des numéros supplémentaires. Par exemple, on parle d'isoallergènes quand ils ont à peu près, quand vous séquencez du DRF2 au Japon et en France, par exemple, il y a des variations du fait de l'évolution de leur séquence. Alors, on parle d'isoallergènes quand il y a plus de 90%, plus de 67%, pardon, d'identité de séquence, et on parle d'isoformes avec 4 chiffres lorsqu'ils ont plus de 90% d'identité. Donc, vous allez voir, partout dans cette conférence, je vais vous parler des allergènes. Je parlerai parfois d'extraits, et pour les extraits, nous avons utilisé une nomenclature plus simple. On parlera simplement de DRF, ce que l'on fait déjà en pratique. Alors, voici là où les choses deviennent intéressantes. Comment fait-on un extrait de Dermatophagoles farinae? On prend une culture d'acariens, et vous avez ici cette culture d'acariens. Il y a des adultes ici, et puis mon laser, pardon, il y a des adultes, il y a les nymphes ici, il y a des larves, et puis il y a des œufs, quelque part ici, et puis il y a des selles, des crottes d'acariens, si vous voulez. Et en fait, ça peut être très important puisqu'il y a des allergènes qui sont présents dans les déjections, il y a des allergènes qui sont présents dans le tube digestif. Alors, en fonction, on ne peut pas vraiment standardiser ces acariens, ces extraits. Et par exemple, donc, dans l'extrait de DRF, vous avez les 4 stades d'évolution du DRF, puis les selles, et aussi les nourritures qui ont servi à faire cette culture d'acariens. Ce sont par exemple les flocons de nourriture qui sont utilisés pour les poissons d'aquarium. Or, ce sont à base souvent de farine de poisson, etc. Et il y a une étude qui a été faite, qui n'a pas été publiée, qui montre qu'effectivement, dans un extrait de DRF, il y a aussi des protéines de poisson. Tout simplement parce qu'on ne peut pas purifier complètement et standardiser le nombre d'adultes, le nombre de crottes, etc. Et ça peut influencer de façon majeure la composition de chaque extrait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le génome de DRF, il y a 10 000 protéines, plus de 10 000 protéines. Il y a seulement 40 allergènes officiels recensés au mois de juillet. Il n'y en a que 5 recensés pour le chien. Et si on regarde, en fait, il y a eu une étude qui a été publiée il y a quelques années. Si on regarde la concentration en allergènes, soi-disant majeurs pour le chien, ça représente de 1 à 2% de l'extrait. Donc, si vous avez un chien qui a un faible taux d'allergènes, d'IgE par exemple contre le DRF2, dans un extrait, ça peut ne pas être détecté lors d'un intradermaux ou en extrait sérologique. Donc, l'intérêt de l'allergologie moléculaire, c'est qu'en fait, au lieu d'avoir un mélange avec simplement 2% de chaque allergène majeur pour le chien, on aurait 100% de l'allergène de chaque allergène majeur. Juste pour vous montrer que cette histoire de standardisation des allergènes, c'est important. Voici une étude qui a été publiée chez l'homme en humaine, donc 12 extraits de cafards, de la blatte allemande, Blattella germanica, et vous avez ici les 3 allergènes importants pour... où est mon pointeur? Vous avez ici donc 12 allergènes, plus un contrôle. En bleu, la concentration en BLA G2, en BLA G1, en rouge, en orange, le BLA G2, ça c'est en microgrammes par millilitre, et le BLA G5 en nanogrammes par millilitre. Et vous voyez que, par exemple, pour le BLA G5, il y a 3 extraits qui n'en ont pas du tout. Et regardez aussi ces extraits, il y a très très faible quantité en BLA G1, BLA G2, et regardez la différence entre l'extrait numéro 2 et l'extrait numéro 11. Et ça a déjà été démontré en médecine vétérinaire avec les extraits de DRF. Il y a 2 publications qui regardent les 3 différents batchs, 3 différents lots d'allergènes d'extraits de DRF, et il y a une grosse variation de concentration en DRF15 ou en DRF2. Donc, quels seraient les avantages de l'allergologie moléculaire en humaine?
Il y a des avantages au niveau du sérodiagnostic, puisque comme je vous l'ai dit, en intradermo ou en prick-test, ça deviendrait beaucoup trop cher. On fait des injections avec 1 microgramme d'allergène en général, et le milligramme d'allergène vaut entre 1000 et 2 ou 3000 euros. Donc vous voyez, si on fait une batterie, ça devient vraiment très cher. L'avantage principal dans le diagnostic sérologique, c'est une augmentation de la sensibilité du test sérologique du fait que chaque point, en fait, représente 100% d'un allergène particulier. Et on peut aussi identifier ce qu'on appelle les allergènes primaires, puisque on va parler un petit peu de réaction croisée, c'est-à-dire qu'un animal ou un patient peut être sensibilisé à un allergène qui a une structure très semblable à d'autres, et en fait, on a des résultats positifs à une dizaine d'allergènes du fait de la sensibilisation à un allergène primaire. Et ces tests sérologiques avec des allergènes moléculaires permettent d'identifier souvent, du fait de la teneur plus élevée d'IgE contre cet allergène, l'allergène primaire, ainsi que les réactions croisées. Et je vais vous montrer quelques exemples un peu plus tard. Chez l'homme, il y a éventuellement une aide à la prédiction de l'évolution, puisqu'il y a des patients qui ont des IgE contre un allergène particulier qui vont développer des rhinoconjonctivites, et contre un autre allergène, ils ont plutôt un asthme. Il y a des IgE contre des allergènes qui signifient plutôt une évolution beaucoup plus sévère. Il y a aussi des patients, il y a une espèce de dynamique de la sensibilisation où les patients sensibilisent par exemple l'allergène de la fléole, l'allergène du groupe 1, puis après du groupe 5, puis après du groupe 6, etc. Donc il y a une évolution qui permet un petit peu de dater la sensibilisation. Enfin, ça peut aider à mieux sélectionner ces allergènes en immunothérapie. Et ce que l'on a pu voir depuis que l'on travaille avec ce nouveau test que je vais vous présenter, c'est qu'en fait, les recommandations en immunothérapie vont diminuer de façon marquée, c'est-à-dire le nombre d'allergènes en immunothérapie va diminuer de façon marquée puisqu'on diminue un petit peu ce que l'on pense sont les réactions importantes. Et au niveau de l'immunothérapie, on peut s'attendre à un temps beaucoup plus élevé, un temps plus rapide pour l'efficacité, une meilleure efficacité, puisqu'en fait, en diminuant ce nombre d'allergènes, et plus tard, lorsqu'on aura des immunothérapies allergènes recombinants, bien, puisque l'immunothérapie, en fait, l'efficacité est dose dépendante, plus on a d'un seul des allergènes majeurs dans notre préparation, plus on peut s'attendre à une efficacité rapide, et ça a déjà été prouvé chez le chien. Donc, deux types d'innovations qui vont apparaître chez NextMune. Je vais vous présenter seulement du fait du temps la première, c'est ce qu'on appelle le NextMune PAX, le Pet Allergy Explorer. Et puis, peut-être l'année prochaine, je vous parlerai un petit peu des efforts que l'on a pour développer des vaccins qui ressemblent en fait à des coronavirus, mais qui seront contre des allergènes moléculaires. Et comme je vous l'ai dit, il y a déjà des études qui montrent que ce type d'approche donne une efficacité beaucoup plus rapide et plus importante que ce que l'on fait à l'heure actuelle. Alors, qu'est-ce que le PAX? Mais en fait, comme je vous l'ai dit, je suis revenu en Europe depuis déjà 3 ans. Et mon deuxième été en Lettonie, j'ai à nouveau eu de l'asthme. Et donc, j'ai vu un allergologue ici qui m'a dit « vous devriez être testé par l'Alex2, qui est cette nouvelle technologie du Malex, que je ne connaissais pas. » Et donc, j'ai eu ce test. Et quand j'ai vu ce que c'était, que j'ai regardé un petit peu plus profondément, j'ai contacté mes collègues de NextMune pour leur dire, écoutez, il faut absolument qu'on adapte ceci aux chiens. Et ça fait donc plus d'1 an et demi qu'on travaille dessus et c'est quelque chose que l'on va lancer. Alors, qu'est-ce que l'Alex 2, le PAX? C'est en fait une adaptation de cet Alex 2 pour le chien. Alors, on aura sur ces petites cartouches là, qui font à peu près 4 cm par 1,5 cm, il y a jusqu'à 300 points possibles et il y aura, en plus des contrôles, 1/3 d'extraits classiques, comme dans les tests sérologiques classiques, et 2/3 de composants moléculaires individuels. Alors, regardez par exemple comment ces cartouches sont faites.
elles sont faites en fait par robot. Alors, oui, si je peux lancer à nouveau cette vidéo, attendez 2 petites secondes, il faut que j'enlève, je crois, mon laser, et voilà. Alors en fait, c'est ce qui m'a séduit quand nous avons visité avec NextMoon les laboratoires de Madex, puisqu'en fait, toute la production de ces cartouches est faite par un robot gigantesque, ça fait à peu près 3 mètres par 3 mètres, et ils font ces gigantesques feuilles de cellulose avec tous ces points qui sont en fait des microbeads, ce sont des microbilles qui sont recouvertes d'allergènes en 3 dimensions. Donc, il y a plusieurs façons d'attacher ces allergènes moléculaires ou extraits sur chaque bille, mais ça permet d'avoir, au lieu d'avoir simplement, comme dans les ELISA, une seule couche d'allergènes, ici, on a vraiment une augmentation de la quantité d'allergènes du fait de ces microbilles. Alors, c'est un test qui va utiliser un anticorps monoclonal particulier, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et juste pour vous résumer, je vous l'expliquerai un petit peu plus un peu plus tard. Il y a aussi un blocage des réactions des hydrates de carbone qui font des réactions croisées, et je vous expliquerai pourquoi c'est en fait important. Donc, où en sommes-nous? C'est un test qui va être lancé au tout début janvier en Europe et aux États-Unis. Donc, ce sera lancé pour le chien au départ, mais avec un petit peu de chance, on va pouvoir avoir le test pour le cheval immédiatement. Nous venons d'identifier l'anticorps qui sera utilisé pour le cheval, qui marche très très bien, et il reste à peu près 30 allergènes moléculaires à produire pour les rajouter à cette cartouche, puisqu'en fait la même cartouche sera utilisée pour le chien, le cheval et le chat, et le software, le programme, rapportera, en fait, il y aura des allergènes qui seront rapportés pour le chien, d'autres plus semblables pour le chat, et puis le cheval aura en fait des allergènes particuliers. Alors l'autre chose qui m'a séduit énormément chez Madex, c'est en fait que non seulement les cartouches sont produites par robot, mais en fait tout le processing en lui-même de la manipulation va être fait dans un autre robot. Alors pour ceux qui sont de ma génération, Mad Max, vous connaissez, c'est les années 80, c'était ce film un petit peu particulier. Donc voilà, ce robot va pouvoir tester jusqu'à 150 tubes à la fois. Donc c'est une manip qui va durer à peu près 4 heures, qui est entièrement robotisée. Donc sur le rotor de gauche, vous avez les tubes, sur le rotor de droite, vous avez toutes ces cartouches, et puis vous avez, après cette lecture des codes barres sur les tubes et les cartouches, vous avez à ce moment-là le pipettage qui se fait de façon automatique avec les rinçages de façon systématique. Alors, il y aura bien sûr des réactifs différents pour le chien, pour le chat et pour le cheval, donc il y aura des manips particulières pour chaque espèce. Donc tout se fait de façon à peu près en 2 heures, toute cette réaction peut se faire, et ensuite donc il y aura une lecture automatique. Donc chaque laboratoire de NextMoon au monde va utiliser la même machine, les mêmes réactifs, les mêmes cartouches, et ça va pouvoir aider à standardiser tous les résultats. Alors ici vous avez la lecture, qui est une réaction colorimétrique classique, et une interprétation qui va se faire avec un logiciel qui permet de détecter les réactions positives et de donner une valeur, puisque ce sera le premier test quantitatif en Europe. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des réactions particulières, vous aurez des réactions qui seront en nanogrammes par millilitre. Après, il y aura une importation dans un autre logiciel qui va permettre une interprétation, de vous donner une interprétation des réactions croisées, etc. Alors, nous allons utiliser, il semble, quelque chose d'un tout petit peu différent pour l'interprétation, puisque NextMoon va standardiser tous les logiciels de ces laboratoires, et on va incorporer l'interprétation en détail dans chaque résultat.
Pardon, alors il faut que je bouge. Alors, quel type de catégorie on va avoir comme allergènes? Vous avez donc en majorité les allergènes acariens de Blatt, vous avez les pollens, vous aurez aussi des allergènes alimentaires, je vais y revenir. Et vous voyez ici avec la taille décroissante qui est en fait en relation avec le nombre d'extraits ou de composants dans chaque catégorie. Ce sera un test aussi qui va avoir pour la première fois les allergènes moléculaires des venins d'abeilles, de guêpes, etc. Et c'est le premier test au monde qui va offrir de façon commerciale le test avec l'antigène, l'allergène majeur de la salive de plus. CTF1, Ctenocéphalides felis, première allergène. C'est l'allergène qui a été découvert par ESCA et publié il y a déjà 20 ans. Et plus de 80% des chiens qui sont sensibles, qui ont des signes cliniques en fait d'allergie aux piqûres de puce, reconnaissent cet allergène. Pour les acariens, juste pour vous donner un exemple, je ne vais pas passer en revue tous ces extraits et tous ces composants pour chaque catégorie, mais pour le DRF, vous aurez donc l'extrait DRF et puis en fait 4 allergènes, DRF1, DRF2, DRF15, DRF18. Nous avons aussi gardé, et je vais vous expliquer comment j'ai fait la sélection des allergènes, nous avons gardé les allergènes de Dermatophagus teronicinus. Je sais tout à fait que le DRP est en fait un allergène moins important chez le chien, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a entre 80 et 95% d'identité moléculaire entre le DRF et le DRP, ce qui veut dire qu'il y a une réaction absolument croisée entre les deux. Et d'ailleurs, je ne vous l'ai pas mis dans cette présentation, mais je viens de calculer la corrélation entre les valeurs de DRF2 et de DRP2, donc la même famille, le même allergène dans 2 espèces, il y a une corrélation à 99%. Donc, c'est un petit peu la même chose pour si on regarde les séquences pour tous les autres groupes d'allergènes. Alors, pour ceux qui vivent dans les tropiques, on a rajouté un autre acarien des tropiques, c'est le Blomia tropicalis, et je vous dirai un petit peu à quel point, en fait, on va l'utiliser aussi, le blotéthène, la tropomyosine de Blomia, parce qu'en fait, on pense que c'est un marqueur de nématodes internes. Je vais y revenir. Vous avez aussi quelques acariens de stockage avec 3 extraits et puis 3 allergènes du groupe 2 qui semblent avoir quelques réactions croisées, mais pas uniquement des réactions croisées avec le DRF2. Donc, juste pour vous donner un exemple de cette catégorie des acariens. Alors, quels sont le type de résultats? Je vais vous montrer 2-3 exemples particuliers. Alors, voici en fait un chien qui a été vu par ma résidente Victoria Lioklianskiene, qui travaille en Lituanie, à quelques 200 km de chez moi. Donc, voici un Vizsla qu'elle avait vu, un jeune Vizsla qui avait en fait un prurite non saisonnier depuis le jeune âge, avec simplement des otites à malacésia récurrentes. Alors, voici Victoria qui fait son test intradermique et qui retrouve en fait 2 groupes de réactions, des acariens, DRF, Uroglyphus, Acarus et Thyrophagus sont des acariens de stockage, et puis en fait 2 champignons, le Malassezia pachydermatis et l'Aspergillus fumigatus. Donc, en fonction de ce qui se fait à l'heure actuelle, vu que ce chien avait un prurite non saisonnier, donc Victoria proposait de désensibiliser à ces 6 extraits. Nous avons donc testé le sérum de ce chien récolté au même moment du test et nous avons obtenu les résultats suivants. Alors, les résultats s'expriment en nanogrammes par millilitre. En général, nous avons maintenant décidé d'avoir un seuil de positivité à 30 nanogrammes par millilitre. Je vais vous expliquer comment nous y sommes arrivés. Et vous avez ici des classes de positivité qui sont en fait relativement peu importantes, excepté pour quelques 2-3 nuances, mais j'y reviendrai. Et voici donc les résultats. Première chose, l'extrait DRF. Bonne concordance avec l'intradermo. Ensuite, 4
allergènes de champignons. L'extrait Malassezia pachydermatis, Malapé, 2 allergènes de Malassezia sympodialis. Alors, Malassezia sympodialis, c'est un autre Malassezia du chien et des animaux. Et nous avons, c'était des allergènes qui étaient dans le test humain Alex 2. Mais j'ai fait l'analyse de séquence et en fait, il y a entre 75 et 90% d'identité avec les protéines correspondantes de Malassezia pachydermatis. Donc, ça ne valait pas le coup de produire les mêmes allergènes pour Malapé. Et puis, il y a l'Aspergillus fumigatus, allergène 6. Il y a ensuite un allergène de pariétaire, qui est une protéine de transfert de lipides non spécifique, qui en fait est souvent positive chez les humains qui mangent des fruits en particulier. Et puis, il y a en fait un allergène de venin de guêpe, qui est en fait l'allergène qui est spécifique, qui est le marqueur spécifique d'une sensibilisation au venin de guêpe, ce qui veut dire que pour ce chien a été piqué. Ça ne veut pas dire que ce chien a des réactions cliniques, mais il a été sensibilisé. Alors, voyons, comment peut-on interpréter plus avant ce test? Mais en fait, l'avantage de ce type de test, c'est qu'on s'aperçoit que l'ASP F6 d'Aspergillus fumigatus et le MALA-S 11 de Malassezia sympodialis, ce sont en fait les mêmes protéines. Et vous voyez que le taux d'IgE contre ces 2 protéines d'organismes différents est identique. Et ce que cela veut dire, c'est qu'en fait, il y a une réaction croisée et que cette réaction à l'aspergillus est probablement juste du fait de la sensibilisation au Malassezia. Alors pourquoi Malassezia? On pense que c'est le sensibilisant primaire, puisque ce chien a des problèmes d'otite à Malassezia récurrente et puis qu'il y a aussi plusieurs composants de Malassezia qui sont positifs. Alors, à quoi proposerais-je de désensibiliser ce chien? En fait, aux extraits de DRF et de Malassezia. Pourquoi ne pas inclure le PAR-G2? En fait, il faudrait poser la question propriétaire. Est-ce que ce chien a une aggravation des cas lors de la pollinisation de la pariétaire dans la région où le chien habite? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour le venin de guêpe? Pas pour l'instant, ça se fait, mais pour l'instant, ce n'est pas offert par beaucoup de laboratoires. Et la question à poser serait, est-ce que ce chien a été piqué et est-ce qu'il réagit aux piqûres de guêpe? Et s'il y a des réactions très sévères, effectivement, il y a la possibilité de désensibiliser de façon c'est pas facile de trouver les extraits, mais ça se fait. Donc, vous voyez, on partait au début avec 6 extraits dans l'immunothérapie et on arriverait à ici 2 extraits. Donc, je ne veux pas dire que ce test est meilleur que le test intradermique. Ceux qui ont déjà entendu ce que je pensais là-dessus, en fait, déjà au GEDAC, il y a plus de 10 ans, le test intradermique et le test sérologique, ce sont 2 facettes différentes du phénomène de sensibilisation. C'est comme si vous regardez le métabolisme glucidique du chien, glycémique du chien, en faisant les mesures de la glycémie et les mesures de la fructosamine. La fructosamine, c'est en fait, ça correspondrait à l'intradermo. La glycémie, ça présenterait les IgE circulantes. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Et c'est pour ça que dans ma clinique aux États-Unis, on faisait systématiquement les deux, puisqu'on voulait avoir une meilleure idée de la sensibilisation. Un autre cas, là où je n'ai pas beaucoup c'était un sérum qui avait été envoyé à Nexmune. Nous n'avons pas pu obtenir beaucoup de détails du vétérinaire qui a soumis le cas. Donc là, ce chien avait été testé par le test sérologique à extrait NexPlus de Nexmune avec une réaction. Alors pour ce test NexPlus, il y a en fait une positivité à plus de 200 unités. Donc seulement une positivité à DRF et des positivités plus faibles aux autres acariens. Et lorsque l'on a fait le PAX, nous obtenons effectivement des réactions à tous ces acariens, que ce soit acariens de poussière de maison ou de stockage. Mais lorsque l'on regarde les extraits, en fait, on a 2 familles
on a simplement des positivités à 2 familles d'allergènes. La famille MPC2, qui avec le DRF2 et le DRP2 sont des allergènes majeurs pour l'homme, et maintenant on le sait depuis peu de temps pour le chien. Et puis en fait, on a TIRP2, LEPD2, GLI-D2, qui sont des allergènes correspondants de la même famille avec, pour les acariens de stockage, Glyciphagus, Lepidoglyphus et Thyrophagus. Alors, si on regarde les homologies de séquences, il y a une identité pratiquement de séquence entre DRF2 et DRP2, donc ce sont 2 protéines identiques, et vous voyez que le taux d'IgE spécifique est le même, et il y a une homogénéité entre GLI-D2, LEPD2 et TIRP2, mais une certaine différence. Il y a une réaction croisée possible entre DRF2 et TIRP2, par exemple, mais ce n'est pas aussi important que pour le DRF2 et le DRP2. Et puis, on a aussi 3 tropomyosines, Blotedis de Blomia, Derpedis de Dermatophagodes teronicinus et PERA7 de Periplaneta americana, qui est en fait le cafard américain. C'est un chien qui vit en Hollande et nous avons positivité à Blomia tropicalis qui n'est pas en Europe et à Periplaneta americana qui n'est pas en Europe. Or, chez l'homme et aussi chez les rongeurs, les positivités aux tropomyosines reflètent une sensibilisation préalable aux nématodes généralement digestifs. Et nous avons chez le chien, effectivement, les toxocaracanis qui infectent tous les chiots à un moment ou à un autre. Donc, je pense que malgré le fait qu'il n'y ait pas de Blomia et de cafard américain en Europe, je pense que nous allons garder, ce n'est pas encore tout à fait décidé si on va rapporter les tropomyosines en Europe, mais je pense que c'est très important parce que ça pourrait entraîner des réactions à DRF positives. Et si votre chien n'a que des tropomyosines, ben je ne désensibiliserai pas du tout à DRF, puisqu'en fait, 80% des chiens sont sensibilisés à DRF, probablement une grande partie du fait de la réaction croisée avec Toxocara. Donc, c'est là où on va pouvoir faire en fait jouer un petit peu, parce que ce chien, ben, je ne le désensibiliserai uniquement à DRF ou à DRF DRP. Alors, est-ce que c'est important DRF tout seul ou DRF DRP? Non, probablement pas, puisqu'en fait, ce sont pratiquement les mêmes extraits. Donc, vous voyez, ça nous reconduit à repenser un petit peu ce que l'on fait et comment on interprète toutes ces réactions, y compris celles que l'on voit à l'intraderme. Alors, gros sujet de controverse, surtout en France, et je suis tout à fait d'accord. Pourquoi continue-t-on à offrir des sérologies avec des allergènes alimentaires? Alors, je suis absolument d'accord avec vous. Les études à l'heure actuelle, et d'ailleurs je l'ai publié avec Ralph Müller, on a fait une analyse de la littérature, les tests sérologiques, intradermiques, patch, etc., ne permettent pas à l'heure actuelle de prédire le diagnostic d'allergie alimentaire, sauf peut-être si un chien, si l'on regarde en fonction des études, avec certains tests, mais en fait, si le test est négatif, la probabilité d'allergie alimentaire est plus basse. Mais cette analyse que l'on a faite, en fait, elle est biaisée. Elle est biaisée parce qu'en fait, le diagnostic d'allergie alimentaire est un faux diagnostic, si on y pense, puisqu'en fait, c'est un diagnostic étiologique qui représente en fait un diagnostic étiologique comme si vous dites « Ok, mon chien a une infection bactérienne ». Ça ne vous dit rien, ça ne vous dit pas si c'est une pyodermite, si c'est une otite à Pseudomonas ou une cystite à colibacille. L'allergie alimentaire, en fait, est un diagnostic étiologique qui se manifeste par des différents diagnostics cliniques. Des diagnostics, certains ayant une pathogénie médiée par les IgE, d'autres qui sont médiés par les cellules, lymphocytes et eosinophiles. Et la dermite atopique est probablement un mélange de deux, puisqu'on a l'évidence qu'il y a l'implication des IgE et l'implication des lymphocytes. Or, les tests sérologiques à IgE ne sont que pour les maladies à IgE. C'est-à-dire ce sont des allergies alimentaires dont la réaction après un challenge est dans les quelques heures, peut-être maximum 24-48 heures.
Donc, si l'on veut regarder si ces tests ont une utilité, c'est simple, il faut les regarder en fonction, vis-à-vis des allergies alimentaires qui ont des provocations rapides. Et en fait, si l'on fait ça et qu'on regarde les deux études qui ont été publiées récemment, par exemple une étude de Japon avec les sensibilisations à la morue du Pacifique, il partait de 179 chiens atopiques, simplement 15% avaient une provocation positive à la morue, et j'ai séparé leurs résultats en fonction des signes qui avaient une provocation d'ici, avec, disons, avec un maximum de 12 heures après la provocation et au-delà de 12 heures. Et si vous regardez les séropositivités, ben en fait, il n'y a pas photo. Si on regarde, si on se focalise sur ces réactions rapides, ben en fait, on s'aperçoit qu'on a une très bonne sensibilité. Beaucoup mieux qu'en tout cas ce qui a été rapporté dans le passé. Et puis voici une autre étude où j'ai travaillé pour caractériser les allergènes de poulet. Et bien, nous avions plusieurs chiens. Malheureusement, tous, on n'avait pas des antécédents sur le timing des rechutes. Mais si on regarde ici, ben, en fait, on arrivait à détecter les sérologies positives chez ces chiens qui avaient des signes rapides. Alors que lorsqu'on a des signes beaucoup plus tardifs, bien, on n'y arrive pas. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'avec le PAX, si on a des réactions de plus de 3-4 jours, eh bien, le test sera toujours négatif au niveau des allergènes alimentaires. Voici, par exemple, ce que vous allez pouvoir avoir. Et malheureusement, ce chien que j'ai sélectionné, ben, nous n'avons pas eu le résultat des provocations par le vétérinaire. Mais regardez, vous avez donc ce chien qui était en fait sensibilisé aux deux. Vous allez voir que Nextmune va utiliser la terminologie sensibilisé, c'est-à-dire qu'il y a des IgE contre des allergènes. C'est au clinicien de déterminer s'il est allergique, c'est-à-dire si ces sensibilisations sont responsables des signes cliniques. Donc vous voyez en fait ici ce chien a une grosse positivité au blanc d'œuf, plus faible au jaune d'œuf, et il a une positivité similaire au moins avec l'ovalbumine qui correspond à 80% des protéines du blanc d'œuf. Et l'ovomucoïde chez l'homme, c'est le marqueur spécifique de l'allergie au blanc d'œuf. Et puis ce chien, il a une positivité à 2 extraits, le lapin, le cheval. Il a positivité aux 2 albumines sériques que l'on teste chez les mammifères. Il a une positivité aux 2 immunoglobulines qui sont des allergènes reconnus chez le chien déjà. Et nous avons aussi l'équivalent chez le lapin de la phosphoglucomutase, qui est un allergène des viandes. Alors, vous verrez beaucoup d'allergènes de lapin. Pourquoi le lapin? Ben, en fait, il y a beaucoup de séquences, que ce soit des séquences, par exemple, chez le bœuf ou chez le poulet, des protéines sont incomplètes, donc on n'a pas pu faire les protéines recombinantes. Donc, on a utilisé celles qui étaient complètes et c'était chez le lapin. Mais en fait, nous avons pu prédire qu'il y avait plus de 90% d'homologie de séquence entre les protéines de lapin et même celles de poulet. Donc, vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de problèmes. Donc, comment pourrais-je interpréter ceci? Mais en fait, ce chien est polysensibilisé aux allergènes de viande, de mammifères et aux œufs. Et qu'est-ce que nous conseillerions? Mais en fait, non pas d'éliminer les viandes et les œufs, mais à un moment de faire des challenges, des provocations, pour voir s'il y a des signes cliniques associés à ceci. Ce n'est pas sûr qu'il y en ait, parce que, par exemple, beaucoup de chiens sont sensibilisés à l'albumine sérique bovine puisqu'ils sont vaccinés. Et il a été démontré au Japon que lorsque le chien est vacciné ou a des réactions même au vaccin, c'est parce qu'il a des IgE contre l'albumine sérique qui est utilisée dans les milieux de culture pour faire croître les cellules dans lesquelles les vaccins sont produits. Alors, bon, c'est pour ça qu'il faut vraiment que l'on différencie sensibilisation et allergie. L'allergie, c'est le vétérinaire qui doit faire ce diagnostic. Ce ne sera jamais fait par un test sérologique ou intradermique. Et juste pour vous montrer ici, voici un article que j'ai téléchargé juste avant notre congrès de dermatologie il y a 3 semaines.
c'est ce qui a été les recommandations chez l'homme, que en fait, dans un article de revue de l'évidence des preuves, qu'en fait, l'élimination des allergènes alimentaires devrait améliorer la dermite atopique, mais devrait être guidée par un test allergique et après une provocation pour établir la relevance clinique. Et qui ne recommence pas du tout de faire des évictions en fonction des tests. Il faut montrer la provocation. Et j'ai téléchargé hier les dernières bonnes pratiques sur la dermite atopique en Europe, et il y a exactement les mêmes recommandations, c'est-à-dire qu'il recommande non pas de confirmer, non pas avec un régime d'élimination, mais c'est de la confirmation avec une provocation guidée par des tests, que ce soit sérologique, intradermaux, prick test, etc. Donc je pense que c'est ce à quoi nous allons nous atteler à Nextmune pour essayer de voir, pour essayer de changer, parce que nous avons maintenant des outils que nous n'avons jamais eus, et ce que l'on a pu voir déjà, on a testé à peu près plus de 1000 cas à l'heure actuelle, c'est que les tests avec les extraits, on peut avoir, par exemple, vous avez pu le voir, le DRF, qui est un extrait il y a des IgE à 150 nanogrammes par millilitre, et le DRF2 est à 1500 nanogrammes par millilitre. Et c'est la même chose avec les allergènes alimentaires. L'extrait de bœuf est parfois pas souvent positif, alors que on peut avoir des centaines et des milliers, plus de 1000 nanogrammes par millilitre de sérum albumine ou d'IgG, etc. Donc, en fait, les tests, je pense qu'il faut revoir beaucoup de ces tests de sensibilisation avec les nouveaux outils, puisqu'en fait, les extraits ne sont pas aussi performants que l'on pense, et c'est la même chose chez l'homme. Alors, je vais passer rapidement quelques questions que vous pourriez vous poser. Qu'est-ce qu'il faut soumettre pour ce test? En fait, on a comparé sérum et plasma, 3 types de plasma, et on a regardé la différence entre le plasma et le sérum, et en fait, il y a quelques variations, des changements de classe, etc. Donc, en fait, ce que l'on recommande, c'est de soumettre du sérum, et en fait, un demi-millilitre devrait suffire. En fait, il faut 0,15 millilitres pour faire ce test, mais comme je vais vous l'expliquer, on fait parfois des doubles tests lorsque nous avons des détecteurs de CCT qui sont positifs. J'y reviendrai. Autre question, est-ce qu'il y a une sensibilité du test à l'hémolyse, à la lipémie lorsque vous prélevez en postprandial ou un effet de l'ictère? Mais en fait, non, pas du tout. Tous les tests sont d'ici en 25%, ce sont les standards chez l'homme. Ce que je voulais vous rappeler, c'est qu'en fait, ce test a été validé, est accepté en humaine en Europe, et la validation a suivi les mêmes guidelines, les mêmes bonnes pratiques que pour la validation de ce test en humaine. Bien sûr, là où ça s'appliquait. Donc, voilà, tous ces types de tests et ce type de calcul, c'est ce qui était fait pour la validation de l'annexe 2 en humaine. Donc, pas d'influence de l'ictère, de la lipémie, de l'hémolyse. Comment avons-nous sélectionné les allergènes? Alors, j'ai commencé avec à peu près 300 tests, 300 protéines, beaucoup plus de protéines moléculaires que d'extraits, puisque Maddex, la compagnie, lorsqu'il y avait une très bonne couverture de protéines recombinantes, enlevait l'extrait. Je pense qu'on va se rapprocher de cela dans un futur prochain, puisqu'on s'aperçoit que les extraits, c'est pas aussi performant que j'y pensais. Donc, nous avons éliminé au départ les extraits et les composants qui n'étaient pas logiques. Par exemple, le kiwi, la crevette, les pêches. Bien sûr, il y a des chiens qui mangent du kiwi, je sais. Mais ce n'est pas général. L'ACD1, par exemple, ce serait l'allergène majeur du kiwi, le QP3 de la pêche, etc. On les a enlevés pour le moment. Par contre, vu qu'il y avait peu d'extraits, par exemple pour les acariens, nous les avons rajoutés. Ensuite, j'ai gardé tous les composants qui avaient
qui pourrait être positif chez le chien, le chat ou le cheval. Puisqu'il y a en fait plusieurs études qui montrent que toutes les protéines ne peuvent pas être des allergènes. Il y a des particularités de séquence de l'ARN messager, des particularités de la structure en 3 dimensions, des particularités de la fonction de la protéine. Par exemple, les enzymes sont très allergisantes. Donc, puisque ces protéines ne seraient pas différentes vis-à-vis des chiens, des chats ou des humains, je les ai gardées. Et nous avons rajouté tous les composants qui avaient été caractérisés déjà comme étant la cible des IgE chez les animaux. En fait, surtout le chien et puis bien sûr le cheval avec les allergènes de culicoïdes. Il y aura 9 allergènes salivaires de culicoïdes puisqu'ils ont déjà été décrits. Alors, 2 remarques. Première remarque, bien, ces allergènes sont validés par Maddex au moment de la production, après le premier robot, par des tests avec des poules de sérat qui reconnaissent toute ou partie de ces allergènes. Et deuxième remarque, c'est qu'en fait, ça va être un travail évolutif, c'est-à-dire qu'à peu près tous les 6 mois à 1 an, nous allons éliminer tous les allergènes qui sont peu ciblés et nous avons un travail en amont pour caractériser l'allergène du chien, du chat et du cheval, c'est-à-dire de caractériser les allergènes qui seraient en fait importants et qui manquent à l'heure actuelle dans la cartouche. Dominique, trop tard? Je continue ou pas? 2-3 minutes, il y a quelques questions intéressantes. OK, ben en fait, je vais finir avec ceci. Oui. Donc, les CCD. La plupart des protéines sont des glycoprotéines. C'est-à-dire qu'il y a une séquence peptidique et des sucres. Les sucres sont ajoutés au moment de la maturation des protéines. Et en fait, on sait depuis une vingtaine d'années chez l'homme et depuis peut-être 5 ans chez le chien, que le chien peut avoir, comme chez l'homme, peut avoir des IgE contre le CCD. Et ce sont surtout des IgE qui pourraient croiser pour la plupart des pollens et la plupart des protéines alimentaires d'origine de plantes. Donc, en fait, depuis quelque temps, la plupart des laboratoires ont des bloqueurs de CCD pour éliminer ces réactions faussement positives, puisqu'en fait, chez l'homme, ce sont des réactions qui n'ont pas de relevance clinique. Alors, chez le chien, on ne le sait pas encore. On est en train de travailler avec Munich là-dessus, et c'est un peu plus compliqué, puisqu'il y a en fait des intradermaux positifs aux IgE de CCD. Mais j'y reviendrai. Et en fait, NextMune, dans ce test, c'est le seul test qui va vérifier que le blocage était suffisant, puisqu'on a des détecteurs de CTD résiduels. Et s'il y a des IgE CTD résiduels de plus de la 2e classe, de plus de 100 nanogrammes par millilitre, on refait un 2e test. C'est pour ça qu'on a besoin de 0,5 millilitres de sérum. Donc, et ce qu'on s'en aperçoit, c'est que effectivement, avec un autre bloqueur, en grande quantité, en fait, on diminue de façon massive les positivités vis-à-vis de pollen. Donc, je vais passer directement aux conclusions. Donc, ce test qui va arriver en janvier, ça va être le premier test quantitatif multiplex, c'est la dénomination humaine qui sera spécifiquement formatée pour les animaux. Il y a plus de 200 allergènes, donc il y a un coût par allergène beaucoup plus faible que les tests sérologiques classiques. C'est un test complètement automatisé avec un très très haut niveau de standardisation et une très très faible variation. Je peux vous garantir, vous pouvez tester, envoyer votre sérum 10 jours de suite à 3 mois d'intervalle, vous aurez les mêmes résultats. On a déjà fait ce type de calcul. Seulement 0,5 ml de sérum. On s'attend à ce que ce test ait une sensibilité accrue sur la détection des sensibilisations du fait
de la présence d'allergènes beaucoup plus purifiés à 100% dans chaque point. Ce que l'on a pu voir déjà, c'est qu'on arrive à détecter des allergènes, ce qu'on appellerait primaires, des réactions croisées. Et comme on a pu le voir chez l'homme et chez le chien, ben en fait, on pourra de façon plus précise déterminer les allergènes pour l'immunothérapie et ce qui devrait entraîner une efficacité supérieure. Alors, ces allergènes, ces immunothérapies allergènes recombinants, ça va mettre 3-4 ans, on est en plein dedans, et à terme, ben, en fait, il y aura plusieurs vaccins avec ces allergènes majeurs des différentes catégories. Désolé pour le retard, on ne m'avait pas dit que c'était 45 minutes. Donc, on t'a rien dit. Néanmoins, on a plein de temps pour les questions. Merci Thierry. Écoute, ça fait plaisir de voir qu'il y a du nouveau dans ces dosages et qu'on passe à un niveau quand même supérieur à ce qu'on avait depuis 20 ans ou 25 ans maintenant, hein, qui était quand même pas très brillant, on va le dire, comme ça. Quelques questions. Il n'y avait pas la connaissance non plus. Hein. Oui, oui, j'entends bien, mais ça a peu évolué en 25 ans. Question rapide, la prise de champ pour rechercher les IgE doit-elle être faite lors de crise de prurite ou peut être faite hors crise? Absolument, en crise et en saison. Alors ça a été prouvé par mon ami Ken Masuda au Japon, qui a le premier test quantitatif sur extrait. Et effectivement, dans la saison, il y a une augmentation du taux d'IgE. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le taux d'IgE sérique, la demi-vie, est 2 jours. Donc, s'il n'y a pas d'exposition, et je l'ai vu lorsque nous avons sensibilisé des beagles au laboratoire à des allergènes, dès qu'on arrête la sensibilisation, les IgE s'en vont. Mais les lymphocytes B mémoire sont toujours là. C'est exactement comme pour le Covid et les rappels. Dès qu'il y a un nouveau contact, ça remonte à des valeurs très, très élevées en 24-48 heures. Donc, il faut faire absolument en période de crise. Et pour les pollens, je dirais, pas plus tôt qu'une semaine après le début de la pollinisation. Oui, c'est important de relier quand même. Ça, absolument. Depuis toujours, la pollinisation et les calendriers de pollinisation de vos régions. Il y a tout ce que vous voulez sur Internet. Vous pouvez avoir des nouvelles toutes les semaines du taux de pollen qu'il y a dans votre région, voire même dans votre ville. Donc, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'idée et qui est très facile d'accès. Ouais. Autre question, un taux d'IgE très important ne peut-il pas prédire une allergie? Oui et non. Alors, une des diapos que je n'avais pas mis, c'était en fait, ce n'est pas qu'une réaction de classe 4 qui sera plus de 800 nanogrammes par millilitre et pas 4 fois pire qu'une réaction de type 1, puisqu'en fait, le niveau d'IgE n'est qu'un des facteurs de pathogénicité. Il y a des tas d'autres. Le type d'allergène, la conformation de l'IgE, la présence de récepteurs solubles fixés à l'IgE, la présence de l'affinité, la maturation. Il y a différentes façons de faire des IgE. Il y a une façon qui donne des IgE très affines. Et ce qu'on a discuté avec Maddex, hein, ils ont des patients qui ont des anaphylaxies avec des taux très, très, très faibles d'IgE et des patients qui ont des sauts très, très forts et des prick tests très positifs et qui n'ont pas de réaction clinique. Donc, là, ce que vous allez avoir comme résultat, c'est votre chien est sensibilisé, l'immunothérapie est indiquée, si les signaux cliniques sont en rapport. Et d'ailleurs, je vous conseillerais de ne pas faire des tests allergos comme ça, que ce soit intradermaux ou sérologiques. C'est uniquement si votre chien, si votre client est intéressé par l'immunothérapie, ou je dirais, c'est là on va réévaluer, est-ce qu'on pourrait avoir une idée des sensibilisations alimentaires pour pouvoir faire une provocation directe? Parce qu'à l'heure actuelle, il ne faut pas oublier qu'on pourrait faire des provocations sous Apoquel, sous Lockheed-Map, sous Cytopoint. Donc, je pense qu'on a les outils pour pouvoir peut-être changer et faciliter le diagnostic des allergies alimentaires. Question pour Frédéric. Est-ce que il y aura un PDF des photos? Tout sera en ligne relativement rapidement et oui. ce sera traduit en français.
Voilà. Et Il y a vous aurez un quelques autres accès au questions, mais replay je pense qu'on n'a plus le temps d'y répondre. Je pense qu'on pourra les sortir et puis que faire une réponse en direct. Il y a une question sur la désensibilisation, ce n'était pas trop le sujet. Différences de concentration d'allergènes majeurs peuvent amener à un échec de désensibilisation. Qui a répondu oui. Voilà, à peu près tout. Un truc sur les insectes. Donc, il y a 2 questions auxquelles tu devras répondre. Voilà. Je pense qu'on doit se quitter puisqu'il va être 14 heures dans 1 minute. Merci beaucoup Thierry, merci Frédéric pour nous avoir proposé cette présentation hyper intéressante et novatrice. Et bien, rendez-vous en janvier avec les tests. C'est exactement ça. Merci encore Thierry. Tout à fait. Bon après-midi à tous, merci d'avoir suivi jusqu'au bout et à bientôt. Nous, on se revoit dans 2 jours pour la LEPCX si ça vous intéresse aussi. Voilà, à bientôt. Au revoir. Au revoir.